Salut, je suis Tama et bienvenue dans Nouvelle Naissance, le podcast où se mêlent récits de vie et murmures de l'âme. Abonnez-vous, je vous embarque dans un voyage intime vers la renaissance de soi, où chaque épisode est une source d'inspiration et de réflexion pour nourrir votre quête de sens et d'évolution personnelle. Bienvenue dans ce 4e épisode où l'on va parler d'un sujet connu de tous, mais peu parlé de tous. C'est la santé mentale. Donc, je tiens à préciser que je ne suis pas une professionnelle en psychologie, donc les propos qui vont suivre partent de ma perception et de ma compréhension du sujet. Nous avons tous vécu à un moment de notre vie une période difficile sur le plan mental ou psychologique. Et le but de cet épisode, c'est de démystifier un peu tout ça, mieux comprendre et surtout mieux le surmonter. J'espère qu'à partir des éléments que je vais évoquer à travers mon expérience, cela permettra d'apporter un peu plus de lumière à ceux qui vont écouter cet épisode. Alors on en parle tout de suite. Alors, de quoi il s'agit lorsqu'on parle de souffrance mentale ? Pour commencer, il faut déjà définir de quoi il s'agit. Et lorsqu'on parle de souffrance mentale, ce n'est pas forcément la souffrance psychologique. On mélange souvent les deux termes et on croit que c'est la même chose. Même moi, je ne vous cacherai pas qu'avant, je ne savais pas vraiment c'était quoi la différence. On m'aurait posé la question « À quoi tu penses quand je te dis mental ?» J'aurais dit au cerveau. « À quoi tu penses quand tu penses psychologie ?» J'aurais dit même au cerveau. Vous voyez ? Mais en réalité, mental et psychologie sont liés. En fait, ça s'influence mutuellement, ces deux termes-là. Mais lorsqu'on décortique un peu en profondeur, on va dire que la souffrance mentale est plus centrée sur les pensées et les processus cognitifs, comme la mémoire, la perception, tandis que la souffrance psychologique va inclure les émotions et les interactions sociales. Mais quand même, le mental joue un rôle prépondérant puisque ce sont nos pensées et nos croyances qui vont influencer généralement nos émotions et donc notre comportement dans le côté interaction sociale, ce qui explique le choix de mon titre. Donc je voulais qu'on en parle de la santé mentale juste après avoir parlé de l'écoute de soi, car vous l'aurez compris, finalement tout est lié. Et je voyais une nécessité de contribuer à déconstruire un peu la stigmatisation de la santé mentale dans notre communauté. On se pense souvent immunisé ou non concerné jusqu'à ce que ça nous arrive. On pense que ça n'appartient qu'à une catégorie de personnes parfois. Et c'est vrai qu'on ne le subit pas tous de la même manière. On ne vit pas tous les mêmes réalités. Mais on ne peut pas totalement se penser immunisé face à la souffrance mentale. On n'est pas à l'abri d'un potentiel trouble mental. À partir du moment où on a un mental, c'est des choses qui peuvent arriver. Donc même si ça ne vous est jamais arrivé, sachez qu'il y a une très forte probabilité qu'il y ait au moins une personne dans votre entourage qui vit une difficulté mentale. Et malheureusement, faute d'éducation, on ne sait pas toujours comment réagir lorsque ça se présente à nous. Et pire encore, on arrive même à rejeter la personne parce que nous ne sommes pas en mesure de comprendre ce qu'elle vit. On sommes dans l'incompréhension totale de ce que la personne peut traverser. Donc, étant moi-même passée par là et connaissant des personnes de mon entourage qui ont vécu ça et qui le vivent encore à présent, j'ai pris conscience de l'importance de parler de ce sujet et de le partager autour de moi. Donc à travers ce Kabula, en Kikongo le partage, et celui des autres qui viendront en interview par la suite, on espère ouvrir les yeux de tout un chacun. Alors pourquoi ? Parce qu'avec le temps et à travers les enseignements de la tradition Congo, j'ai vraiment réalisé que le partage d'expériences, autrement dit le témoignage en Kikongo, le Kabula, libère. Il libère car, quelque part, on s'adresse à l'âme de la personne qui nous écoute. Et parfois, il suffit d'une petite information pour que cela déclenche en l'autre quelque chose de nouveau. Alors je ne dis pas que vous allez guérir instantanément de vos problèmes mentaux parce que vous allez écouter ce podcast. C'est plus profond que ça, c'est plus compliqué. Mais métaphoriquement, comme une graine que l'on plante, une fois arrosée, elle va germer pour plus tard faire des fleurs ou faire des fruits. En parlant d'âme déjà, il faudrait mettre une définition dessus aussi. On entend souvent parler de l'âme, de l'esprit, du corps, 3 entités différentes, mais qui ont des rôles bien distincts. C'est vrai que selon la perception de chacun et de son courant d'appartenance spirituelle, on peut avoir d'autres définitions, mais moi je vais parler de celle qui appartient à mon paradigme, donc celui à travers lequel j'ai compris ces notions-là, donc celui de la tradition Congo. Et la tradition Congo nous apprend d'ailleurs qu'on a plusieurs corps. On a plus qu'une âme, un corps et un esprit. On en a même 9. Mais ça, c'est un autre sujet. Donc, je fais une petite parenthèse pour préciser que lorsque je parle de la tradition Congo, c'est Congo avec un K et non Congo avec un C. Pas juste en lien avec le pays. La tradition Congo dont il s'agit ici, ce n'est pas propre à un pays ni à un peuple. Le mot Congo avec un K va au-delà de tout ce qui peut se dire aujourd'hui. Être un Congo, j'ai compris que c'est un état de maturité spirituelle. De nombreux intellectuels, chercheurs africains ont expliqué que cette notion-là est très profonde. Et nos ancêtres, qu'on appelle nos aïeux, nos bakoulous, nous ont légué cet héritage-là. Ils avaient atteint un certain niveau spirituel que, dans certaines régions d'Afrique, on va appeler un état Congo.
Mais on s'entend que dans d'autres régions d'Afrique, en Afrique de l'Ouest, ils vont utiliser peut-être d'autres notions. Donc moi, je parle par rapport au paradigme qui est le mien, que je connais. Mais ça n'appartient pas à un peuple. C'est pour ça que je tiens à préciser que être Congo, c'est un état spirituel que l'être humain est amené à atteindre. Alors, on comprend qu'il y a eu des Congos un peu sur toute la surface de la Terre. Et même aujourd'hui, il y a plusieurs descendants de ces anciens Congos, sur le continent notamment, pas juste en Afrique centrale, un peu partout d'ailleurs. Sans compter les migrations que nos ancêtres ont fait sur le continent, malgré tout ce qu'on peut observer, il y a de nombreuses similarités au sein des différentes régions africaines. Et dans la spiritualité, on le voit que finalement, nous ne sommes pas tous différents, nous venons d'un même point central. Donc je reviens à ma définition de cette trinité. La trinité, donc l'âme, l'esprit et le corps. 3 aspects qu'il faut déjà définir. Donc quand on parle du corps, on renvoie bien sûr au corps biologique, le plan de la matière, celui qui a des besoins physiologiques, manger, boire, dormir, etc. pour rester fonctionnel et qui retourne à la terre une fois que l'on meurt. Puis on a l'esprit. L'esprit qui est cette part de divinité en chacun de nous qui retourne à la source unique, souvent on va dire à Dieu. Puis nous avons l'âme. L'âme est notre réservoir informationnel. C'est cette partie de nous qui va emmagasiner notre vécu depuis notre naissance. Tous les traumatismes, les joies, les blessures jusqu'à la mort, vous voyez. C'est un peu notre carte mémoire. On dit souvent d'ailleurs que son âme repose en paix. Pourquoi on va dire que son âme repose en paix? Parce qu'on sait que son âme peut être troublée. Mais troublée par quoi? Et troublée par ce qu'il a vécu, en fait. S'il était tellement tourmenté lorsqu'il est mort, son âme ne reposera pas en paix. Donc cette fameuse âme que l'on dit en religion qui sera jugée pour ses œuvres sur la terre, vous comprenez maintenant mieux pourquoi. C'est la carte mémoire en fait. Et ce n'est pas le corps physique, bien sûr, qui va être jugé, ni l'esprit. C'est l'âme, cette mémoire, temps passé en fait. Donc comme moi, je pense que vous avez déjà entendu parler de ce qu'on appelle les maladies de l'âme. Donc pourquoi on parle des maladies de l'âme? Moi je dirais que c'est la partie de nous qui va interagir le plus avec notre quotidien sur le plan énergétique. N'oubliez pas que c'est la mémoire. C'est la partie de nous qui a emmagasiné tout ce qui nous a marqué positivement et négativement, notamment nos souffrances mentales, psychologiques et émotionnelles. Donc comme souffrance mentale, il y a du choix. Il y a la dépression, il y a l'anxiété, les troubles liés à la personnalité, les addictions et j'en passe, ils sont nombreux. N'oubliez pas que c'est la mémoire. Donc la mémoire, c'est comme le noyau cellulaire. Dans la cellule, il y a un noyau. Et c'est dans le noyau que se trouve toute l'information génétique. Donc notre âme, je peux dire que c'est notre empreinte sur Terre. Et cette empreinte est marquée par les choix que nous aurons faits au cours de toute notre vie, les décisions que nous aurons prises et bien sûr les alliances aussi que nous aurons faites. Quand je parle d'alliances, c'est les liens que nous allons créer sur le plan physique, donc sur le plan visible, d'un point de vue relation sociale, mais aussi sur le plan spirituel, immatériel, sur le plan invisible. Je précise que dans la perception que j'apporte, de la même manière que l'on s'attache à une personne en amitié ou en amour dans la matière, on est aussi attaché à elle sur le plan invisible. Ça va de soi. Les deux sont liés. Le visible, c'est la manifestation de l'invisible. Quand on aime une personne, par exemple, ce sont nos deux âmes qui sont interconnectées. Et on le voit parfois sur l'aspect plus concret, que la connexion qu'on va avoir avec certaines personnes, elle va dépasser l'entendement. On ne sait pas d'où ça vient tellement c'est puissant, mais ça veut dire qu'il y a un lien qui nous unit qui est bien plus profond que le fait de s'être dit bonjour, salut, comment tu vas, ou même le fait qu'on soit amis depuis juste 5 ans. Des fois, ça va au-delà de l'attachement. Il y a des personnes qui ne se sont jamais rencontrées auparavant, mais elles s'entendent super bien. Je pense que nous avons tous vécu ça à un moment donné. Tu te dis, mais c'est bizarre, je connaissais pas cette personne, mais je l'aime bien, ou on s'entend super bien, même mieux que des personnes que vous connaissez depuis des années. Donc c'est pour dire à quel point les liens peuvent être plus forts que ce qu'on pense. Mais là où je veux en venir, c'est que les liens que nous tissons sont dus à des choix ou des décisions que nous avons prises, de façon inconsciente comme consciente. Et cela a des répercussions, qu'on le veuille ou non. Dans les épisodes précédents, nous avons parlé de l'écoute de soi, de l'importance de prendre le temps de savoir s'écouter et surtout d'avoir le discernement pour reconnaître les signes que l'on nous envoie ou les signaux de notre corps face à telle ou telle situation. Et pour prendre conscience de ça, pour bien le comprendre, il faut avoir une certaine stabilité mentale. Sinon, difficile de faire la part des choses. Si on n'est pas soi-même ou si on n'est pas aligné avec soi-même, si on est troublé, c'est très compliqué. Et ça me fait penser à la phrase « Une personne en bonne santé est un malade qui s'ignore ». On peut être d'accord ou non, mais dans le fond, elle suggère que la santé est relative et que même ceux qui se sentent bien peuvent avoir des problèmes de santé sous-jacents. Donc cette citation met donc en lumière l'idée que la santé ne doit pas être prise pour acquise et que l'absence de symptômes visibles ne signifie pas nécessairement l'absence de maladie, et notamment mentale. Attention de ne pas tout mélanger en pensant que tout signe de difficulté psychologique ou mentale est synonyme de problème ou maladie mentale. Plus exactement, par définition, les difficultés psychologiques sont des problèmes ponctuels ou temporaires.
liées au stress, aux émotions ou aux relations. Tandis que les troubles mentaux sont des affections un peu plus graves, plus durables, qui vont affecter le fonctionnement mental, émotionnel et comportemental d'une personne de façon significative. Donc les troubles mentaux nécessiteront souvent une intervention plus poussée d'un professionnel pour un diagnostic ou un traitement, alors que les difficultés psychologiques peuvent être gérées par des stratégies d'adaptation et de soutien face à des situations données. On peut se faire accompagner par des amis, des proches, c'est moins compliqué à prendre en charge. Donc entre nous, moi je dirais en résumé qu'un trouble mental, c'est une difficulté psychologique non digérée, qui s'est installée sur du moyen ou long terme en nous et qui est devenue problématique. Mon but, c'est pas d'étaler tout ce qui se dit sur le sujet, mais d'attirer votre attention, car c'est une réalité bien plus proche de nous qu'on ne peut l'imaginer parfois. C'est là que je reviens à mon histoire d'âme et aux alliances que nous faisons pendant notre vie, le fait de s'écouter ou non. Ce qui a attiré mon attention, c'est de comprendre que certaines choses s'installent en nous et sont liées à notre âme sans même qu'on s'en rende compte. Et c'est ainsi que parfois les choses vont s'aggraver. Au quotidien, nous sommes confrontés à des situations qui nous mettent en contact avec des forces sur le plan énergétique. Par là, je donne l'exemple de la colère. Si nous sommes fâchés dans la journée et que nous avons gardé cette colère en nous, nous allons la nourrir. Celle-ci va grandir en nous et va se transformer en quelque chose de plus gros. Parfois, on va avoir tendance à la transposer dans tout. Et de là, va naître tout un tas d'éléments négatifs qui ne vont pas s'arranger avec la situation. Par exemple, se fâcher contre tout le monde, ramener tout à soi, développer une extrême sensibilité, penser que tout ce qui est fait, c'est pour nous embêter, qu'on est malheureux, qu'on n'a pas de chance. En fait, ça va biaiser notre jugement et on ne fera plus la part des choses. Mais vous êtes d'accord avec moi qu'à la base, c'est immatériel. C'est pour ça que quand je parle d'énergétique, il faut bien comprendre qu'au départ, c'est une émotion. Une pensée, c'est de l'énergie. En la nourrissant, elle va se manifester sur le plan physique et matériel proportionnellement à un état. Au début, quand on est fâché, on le ressent, c'est à l'intérieur de nous. Mais derrière, on va dégager cette énergie de colère. Donc, ce qui fait que même les gens autour de nous vont la ressentir. Mais c'est une énergie. Cette énergie se ressent. On a tous déjà été proche d'une personne qui va dégager, on va dire, une émotion négative et on le sent. On sent que là, la personne, elle va pas bien, elle est triste ou elle est fâchée et parfois on n'a pas envie d'être influencé par ça. Pourquoi ? Parce qu'on sait que ça peut nous affecter. Donc on va prendre par exemple nos distances ou au contraire, on va aller vers la personne pour essayer d'arranger les choses. Et donc ces émotions-là, qui sont donc une forme d'énergie manifestée, vont l'être sous différentes formes par la suite à travers des symptômes. Il va y avoir des symptômes émotionnels, comme la tristesse, qui va être persistante ou non, l'anxiété, la nervosité excessive, l'irritabilité, des sentiments de découragement. Il va y avoir des symptômes aussi plus cognitifs, donc là en lien avec nos sens, les difficultés de se concentrer, des pensées négatives récurrentes, donc on pense juste à se venger ou à tout casser. On va avoir un jugement un peu plus altéré. En fait, il y a plusieurs symptômes qu'on peut ressentir. Des symptômes comportementaux aussi jusque-là, des changements dans les habitudes de sommeil, d'alimentation ou dans les relations sociales. On peut adopter un comportement autodestructeur, ça peut aller très vite. Donc, la manifestation des difficultés psychologiques est variée et va dépendre de chacun. Alors, je ne suis pas en train de dire que lorsque l'on manifeste ces symptômes, ça veut dire qu'on a des troubles mentaux, non. C'est une forme de manifestation. Et ce sont des signes avant-coureurs que l'on peut parfois observer avant d'en arriver à quelque chose de plus grave, qui sont des signaux d'alerte en fait, pour soi-même comme pour les gens autour de nous. Surtout lorsque ça s'étend sur la durée, c'est là que ça peut devenir problématique. Et malheureusement, ce n'est pas toujours visible et évident à comprendre. Nous avons parfois des masques que nous portons au quotidien pour cacher notre souffrance et nos états émotionnels. Donc j'ai dressé une petite liste et je vais en aborder avec vous quelques-uns. Alors le premier qui vous semblera évident, je pense aussi, c'est l'apparence heureuse. Alors faire comme si tout allait bien, se forcer à avoir toujours une attitude positive en public, même si nous souffrons intérieurement. On va avoir un problème sur des mois, voire des années, mais on fait comme si de rien n'était. Pire encore, on se convainc que ça va passer avec le temps et que les problèmes vont se régler tout seuls. Je pense que nous sommes d'accord que ça n'arrive pas dans 50% des cas. On accepte volontairement de vivre une certaine forme d'hypocrisie, une réalité utopique jusqu'au moment où ça ne marchera plus. Le deuxième s'apparente un peu au premier, je trouve. C'est le masque du perfectionnisme. De la même manière que le premier, on va chercher à montrer que nous sommes toujours heureux. Là, c'est que tout est parfait. Voyez, tout est parfait. Dans ma vie relationnelle, tout est parfait. Ma vie de famille, mon travail, tout est parfait. Dans tous les aspects de notre vie, pour masquer nos insécurités et nos doutes. On se convainc que tout va bien même. Alors que des fois, ça va pas bien du tout, ça va mal. Mais on se convainc que ça va bien et on ne voit plus que ça ne va pas. Quand ça ne va pas, on se dit non, ça va très bien, ça va s'arranger comme ça, tout est parfait. Mais en réalité, rien ne va. Donc ça, c'est déjà deux masques. L'apparence heureuse, le masque du perfectionnisme. Et j'ai constaté que ces deux masques étaient assez fréquents dans nos milieux. On a parfois tellement peur du regard des autres que l'on fait tout pour cacher. C'est vrai que le linge sale se lave en famille, comme on dit. Mais parfois, il ne faut pas oublier que l'autre est plus en mesure de t'aider dans certaines situations que parfois même ta propre famille et ton propre environnement.
Donc je poursuis avec le troisième masque qui est celui de la force, mon préféré. Je vais vous expliquer après pourquoi. Donc lui, c'est le masque de nous qui ne veut pas faiblir. On se dit qu'on a toute l'énergie nécessaire pour surmonter les choses qui nous arrivent en se battant davantage contre le courant. Ça va s'améliorer. Oui, c'est vrai qu'il ne faut pas faiblir devant chaque épreuve, devant chaque difficulté, mais là, il est question de lutte acharnée. Rappelez-vous, je parle des masques. Donc parfois, c'est parce qu'on ne veut juste pas nous montrer vulnérables et fragiles, car on n'avait pas cette vision de nous. On ne veut pas décevoir les autres ou s'auto-décevoir. Alors on se met la pression de réussir et de se donner à fond quoi qu'il arrive, tout le temps, sans jamais s'arrêter. Ces masques, dus à certaines situations, nous permettent de survivre. C'est difficile de voir au-dessus de l'eau lorsqu'on est dedans. Or, en dépit de ces masques, on s'en sort pas toujours indemne, malheureusement. Et ce qui est important, c'est la transmutation qui en résulte derrière. La vraie question, c'est est-ce que j'ai réellement digéré ce qui m'est arrivé ? Pour ma part, je disais que c'était mon préféré parce que c'est celui que j'ai expérimenté récemment et que je voulais vous partager. Je suis à la base une personne un peu constamment en mouvement. Je vais me donner beaucoup, je vais carburer, parfois corps et âme, et sans même me rendre compte que je m'épuise. J'ai fait ça sur une longue période et bien évidemment, ça m'a épuisée. En début d'année 2022, j'ai réalisé que je faisais une dépression. Une dépression suite à une accumulation de plusieurs événements dans ma vie, dans personnel et professionnel, et pour lesquels j'avais finalement perdu le contrôle, si je peux dire. Mon corps et mon mental se sont alignés pour dire stop. J'avais tellement donné pendant 2 ans que j'étais épuisée. Je vous parlais de symptômes tantôt. Pour ma part, j'avais perdu beaucoup de poids, 1 à 2 tailles de moins. Il y avait aussi mes cheveux. Ils n'avaient même plus d'éclat et j'en perdais même de plus en plus pour vous dire. Donc moi qui avais une crinière de lionne, jamais je n'aurais imaginé développer une chute de cheveux, aussi petite soit-elle. J'étais devenue méconnaissable. Enfin, je ne me reconnaissais plus. La petite chute de cheveux dont je parle, le terme, c'est l'alopécie. En fait, je remarquais que mes cheveux tombaient. En fait, je perdais de plus en plus de cheveux. Donc, j'étais également devenue sensible, à fleur de peau. Bien sûr, j'étais épuisée, je ressentais une grande lassitude. En toute honnêteté, je ne me reconnaissais plus. J'étais déboussolée. C'était la première fois que je me sentais comme ça et que je vivais autant d'événements en même temps, sans compter que j'avais eu un grave accident de la route quelques mois avant que je réalise ma dépression. Mais quand je dis un accident, c'est l'accident où j'ai failli mourir. Donc, c'était la totale. J'étais en état de choc. Je me disais, mais comment j'avais pu en arriver là ? Moi qui pensais bien faire. En fait, c'était au détriment de ma santé. J'avais l'impression de ne pas être assez soutenue, à tort ou à raison. C'est pourquoi je faisais tout moi-même et conséquemment, je ne m'accordais pas du repos. J'étais quasi et constamment sous pression. Donc sans surprise, mon corps m'avait lâché. Le véhicule biologique n'avait plus assez de carburant pour avancer comme il fallait. Donc avec tout ça, je peux dire qu'il y avait des signes, oui. Je ne les voyais pas. Pourquoi ? Parce que j'avais un masque. Est-ce que mes proches voyaient ma détresse ? Oui, pour certains. Un peu, mais ils ne savaient pas spécialement ce qui se passait, surtout parfois quand ils ne sont pas outillés. Puis généralement, ils vont faire des raccourcis, vous voyez, pour justifier les choses, en se limitant à un événement, alors que parfois c'est plus complexe que ça. Alors vous savez ce que j'ai fait ? Le véhicule qui n'avançait plus, et je suis partie au garage. Donc, grosse remise en question existentielle. J'ai fait un travail d'introspection pour essayer de comprendre ce qui se passait. Le but n'était pas de m'apitoyer sur mon sort, ce qui est souvent le cas d'ailleurs et la tentation dans ce genre de situation, parce que c'est ce qui est plus facile. Mais j'avais compris aussi une chose, que tout arrivait pour une bonne raison, que ce n'était pas un hasard. J'ai compris que certaines périodes de la vie étaient propices à certains changements. Et ces changements peuvent survenir parfois plus violemment que d'autres. Donc il fallait que je vive différemment, il fallait que je pense différemment. Alors j'ai accepté tout ce qui s'était passé, tant bien que mal. Je savais aussi qu'au fond de moi, j'avais la force nécessaire pour traverser les épreuves que je vivais. Et je précise que nous sommes éprouvés proportionnellement à ce que nous pouvons supporter en fait. Chacun d'entre nous est testé par rapport à son niveau de conscience. Il y a des choses que vous allez vivre et que vous allez traverser parce que c'est vous. Et pas d'autres personnes, mais parce que vous avez la force de vivre ces choses-là. Donc c'est pourquoi on ne doit pas tomber dans le piège de la comparaison face aux difficultés que nous éprouvons. Je vais revenir plus tard sur comment j'ai fait pour surmonter ça. Je vais d'abord terminer le listing des masques en question. Alors le 4e masque est celui de l'indifférence. C'est cette capacité à adopter une attitude totalement détachée pour cacher notre sensibilité et nos émotions par rapport à ce qu'on vit. J'aimerais attirer votre attention sur ce masque, car celui qui le manifeste va parfois donner l'impression qu'il ne souffre pas ou qu'il est insensible, contrairement à vous qui allez peut-être être plus expressif, qui allez le manifester sur la durée même. Mais au fond, c'est autre chose. Moi, je le vois plutôt comme une barrière, une couverture de protection que la personne va se mettre pour éviter justement de tomber et de craquer. On peut parfois l'associer à la fuite ou à la peur d'affronter la réalité. Ce qui m'emmène au 5e masque que j'ai noté, et le dernier, soit le masque de l'occupation excessive.
un peu comme celui de la force, mais ici, ça va être plus une tendance à combler les trous, en se surchargeant entre guillemets volontairement par le travail, par tout type d'occupation, pour éviter de faire face à nos sentiments, à notre douleur intérieure. Fait qu'on va toujours être busy, toujours occupé. Jamais le temps pour soi parce qu'on se dit qu'on ne peut pas, mais en fait derrière on cherche à fuir quelque chose. Donc vous voyez, l'expression se voiler la face, voilà, moi je le vois bien comme illustration ici. Tu mets quelque chose devant tes yeux pour ne pas voir ce qui se cache derrière, comme un voile. Mais bon, vous l'aurez compris, voile ou pas, au final, ce sont des masques qui sont portés et qui finalement doivent être enlevés à un moment ou un autre. Et ce, par contrainte ou par choix. Pourquoi ? Car avec ces masques, en réalité, nous ne sommes pas nous-mêmes. J'ai compris que porter ces masques nous aide ou nous donne l'illusion qu'ils sont efficaces, mais c'est sur du court terme. Et aussi longtemps qu'on arrive à les porter, ils vont être efficaces jusqu'à ce que la réalité nous rattrape. C'est pourquoi, après mon travail d'introspection, afin de comprendre, j'ai réalisé qu'il fallait que je ralentisse la cadence, d'arrêter de trop me surmener et de prendre plus du temps pour moi, de lâcher prise. Il fallait que j'en arrive là pour comprendre que je devais lâcher prise, profiter de l'instant présent. Nous n'avons qu'un seul corps et s'il nous lâche, c'est presque tout qui s'en va avec. Je fais un clin d'œil à Mampangui Marilyn dans l'épisode précédent, qui a vécu un peu des choses similaires que je partage ici. Alors avec tout ce que j'ai évoqué, le fait de reconnaître sa souffrance, c'est dans l'idéal et dans la mesure du possible. Mais il arrive parfois qu'on soit dépassé par la situation. Suffisamment, mais en même temps pas totalement pour réaliser qu'il nous faut de l'aide. Ce qui nous emmène à la dernière partie de ce podcast. Cette aide qu'on va aller chercher, ça va dépendre de tout un chacun. Pour ma part, j'ai par exemple commencé à en parler autour de moi. J'ai commencé à parler de mon mal-être petit à petit à des personnes avec qui je me sentais à l'aise ou qui étaient susceptibles de me comprendre. Parce que c'est un moment quand même de grande vulnérabilité et on n'a pas spécialement envie de le crier sur tous les toits. Il y a beaucoup de jugements et d'incompréhension qu'on peut recevoir par rapport à ces situations-là et par les nôtres parfois face à ce que nous pouvons vivre et traverser. Et pourquoi j'ai décidé d'en parler ? Parce que les autres autour de nous peuvent arriver à voir clairement que nous portons un masque et ils peuvent tenter de nous aider. Mais comment faire comprendre à une personne qu'elle porte un masque si elle-même n'a pas pris conscience qu'elle porte un masque, vous voyez ? Et si soi-même on ne sait pas de quel masque il s'agit également, mais on est conscient qu'on en a bien un. C'est une question délicate que je vous pose et j'aimerais bien avoir vos avis en commentaire. Pour ceux qui avaient des masques et qui ont pris conscience, pensez à ces personnes qui ont tenté de vous aider, mais que vous avez parfois rejetées. Et à l'inverse, ceux qui ont rejeté des personnes parce qu'elles étaient dans l'incompréhension totale et ne savaient pas que la personne en face d'eux portait un masque. J'en profite pour dire que lorsqu'on va chercher de l'aide, il faut une aide saine. Selon nos dépendances, on peut tomber dans l'alcool, la nourriture, d'autres substances. Or non, il faut chercher de l'aide saine. Une aide qui ne va pas découler sur un autre problème, vous voyez. Même si on n'est pas toujours sain d'esprit à ces moments-là, il faut trouver la force et le courage d'en parler à des personnes de confiance qui pourront nous aider. Ça peut être des proches comme des professionnels. Dans les mentalités, on est encore resté sur le fait qu'en parlant de nos difficultés émotionnelles ou psychologiques, mentales, dans le cadre de situations données, ça veut dire que nous sommes une personne faible ou incapable. Alors que ça arrive de faiblir. On dit souvent qu'il faut gagner pour perdre et il faut perdre pour gagner. Donc pour finir sur ce sujet, je dirais que ce qui est encourageant, c'est l'essor des initiatives de sensibilisation à la santé mentale au sein des différentes communautés, notamment les nôtres. Pourtant, ce n'est pas nouveau. En réalité, ce sont des choses qui existent depuis longtemps dans les différentes communautés. Ce sont des choses que nous savions gérer. Les circonstances ont fait que nous perdions nos repères, etc. Mais il est encore possible de réactualiser nos connaissances. Ce sont des problèmes sociaux, en fait, qui ont existé déjà depuis très longtemps. Et peut-être en actualisant nos savoirs ancestraux, on peut mieux prendre en compte ces défis-là de la vie actuelle. Comme on dit si bien, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc tout ce que nous voyons a déjà existé, en quelque sorte. On ne réinvente pas la roue, mais on peut la customiser, on peut la remixer autant de fois qu'on le souhaite. Et donc pour commencer à amorcer ce changement, il faut débuter ce travail à la maison, en famille ou en couple ou en amitié, notamment à travers l'éducation. Que ce soit auprès de nos frères et sœurs, surtout les adolescents, parce que ça s'amplifie beaucoup vers ces âges-là. Donc en habituant les enfants ou en s'habituant à exprimer nos émotions, en normalisant les discussions sur ce que nous vivons, car en faisant ça, on contribue activement à la prévention. En dénouant le dialogue, on arrive déjà sur quelque chose de plus constructif. N'oubliez pas, il faut être attentif aux signes précurseurs pour agir avant que le mal ne s'installe durablement. Et surtout, j'appelle à votre empathie et une écoute active pour soutenir ceux qui souffrent en silence ou qui vous demandent de l'aide. Merci de m'avoir accompagné dans cette immersion au cœur de la santé mentale. Que les graines plantées aujourd'hui éclosent en de merveilleuses actions dans votre vie. Et n'oubliez pas, tant que vous êtes vivant, vous êtes capable. C'était Tama de Nouvelle Naissance.
Rendez-vous dans 2 semaines, dimanche, pour un nouvel épisode passionnant où nous accueillerons une invitée qui va nous partager son expérience sur la souffrance mentale. Merci beaucoup.